Bonsoir mesdames et messieurs, content de vous retrouver après une absence forcée de 2 semaines. J'étais effectivement un petit peu souffrant, mais je sais qu'Eddie Marajo a compensé mon absence avec efficacité. Bonsoir Eddie, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis extrêmement satisfait de votre retour, Mike. Et ça se voit. Merci beaucoup. En plus, regardez, je prends un peu de recul, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors ce soir, notre invité entre parfaitement dans la dénomination de cette émission. C'est un visage connu des téléspectateurs martiniquais et martiniquaises, peut-être même à son corps défendant, puisque depuis un certain nombre d'années, singulièrement ces derniers mois, voire ces dernières semaines, il raconte le quotidien, la pénibilité du quotidien des forces de police en Martinique et singulièrement les difficultés et les problématiques auxquelles ces fonctionnaires de police sont confrontés. Ce soir, vous l'aurez peut-être déjà compris, nous recevons le secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, Louis Berthet, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à tout le monde. Vous allez bien en ces temps troublés? Je vais bien, je suis en forme, je suis vivant. Alors Louis Berthet, vous étiez il y a quelques jours à peine en séance plénière de la CTM. Vous avez été reçu par le président de l'Assemblée, Claude Lise, et par les conseillers de l'Assemblée, aux côtés d'un certain nombre de représentants syndicaux. C'était vraiment une manifestation, une démarche unitaire. Il y avait des représentants de la douane, notamment, des différents syndicats policiers. Et chacun, à tour de rôle, vous vous êtes exprimé et vous avez exposé aux conseillers et évidemment aux Martiniquais qui sont nombreux à suivre les retransmissions de cette plénière, les difficultés, une fois de plus, auxquelles vous êtes confrontés et les manques auxquels vous faites face depuis déjà un certain nombre d'années. Et vous le direz sans doute, ça ne va pas en s'améliorant, loin de là. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez, si vous en attendez quelque chose, d'une communication comme ça à nos chers élus politiques? Et tout simplement, je dois dire que nous avons effectué, c'était l'acte 3 de notre mouvement. L'acte 3. Vous êtes les gilets, oui, les gilets bleus. Oui, l'acte 3 de ce mouvement, parce que ça fait des années qu'on signale ça, mais personne n'écoute, et tout le monde est en train de mourir, chacun dans son petit coin. Alors là, M. Lise a bien voulu nous recevoir à la demande de M. Lordino, okay. Puisqu'on était passé dans la plénière il y a quelques jours auparavant, il y a une semaine auparavant. Et, vous étiez allé voir Claude Lise il nous avait demandé de venir, à l'ex-conseil général. Voilà, à l'ex-conseil général, devant pas mal d'élus, mais il y en avait des absences, et puis il avait trouvé que c'était intéressant et que c'était vraiment, le pays était vraiment en difficulté. Et M. Lordino a proposé qu'il nous reçoive en plénière. Et comme il y aura plus de personnes là, tout le monde sera pratiquement là, donc ce serait mieux pour discuter. Et donc je les remercie tous deux déjà. Et l'écoute, c'est rare que ce sont les politiques qui nous demandent à venir pour dire comment ça va le pays, pourquoi le pays est comme ça et comment on le voit. Et nous sommes arrivés à faire les 3 actes que j'ai dit là, c'est des choses qui ne se sont jamais produites en Martinique. Puisque l'acte 2, on avait réuni au Lamentin, devant le commissariat du Lamentin, tous les politiques de tous bords, sénateurs, députés, élus locaux, CTM, tout le monde était là, tout le monde était représenté. Et parfois les adversaires politiques aussi. Et oui, les adversaires politiques et les maires, parce que M. Okollier, je le remercie, le premier adjoint du maire de Saint-Esprit, le maire de Goumonde et également l'adjoint au maire du Marin. Donc il s'était déplacé parce que toutes les villes de Martinique ont les mêmes problèmes que Fort-de-France et Lamentin. Il ne faut pas croire que c'est la capitale, la deuxième ville de la Martinique qui ont ce problème. Partout, il y a ce problème. Et il manque d'effectifs dans la police, mais il manque d'effectifs criants aussi chez les gendarmes. Donc du coup, on est arrivé à fédérer tous ces gens-là. On est arrivé à faire comprendre tous ces gens-là. On avait fait venir aussi le syndicat l'UFAP de l'éducation nationale. On a les rubans rouges qui sont les têtes de pont dans les différents quartiers de Fort-de-France et qui sont venus aussi nous aider. Citoyens de quartier, voilà. Et ces gens-là font un travail extraordinaire dans les quartiers contre la violence. J'insiste bien, c'est contre la violence qui sont là. Ils nous aident beaucoup. C'est des fourmis qui travaillent dans l'ombre, mais qui font un travail très efficace. Et Claude Coppel, qui est du syndicat FOGP de la police, et moi-même, nous donnons notre petite personne dans leur association pour les aider à justement combattre la violence et à faire comprendre, puisque ce sont leurs enfants qui sont confrontés à la violence et qui soient tués ou blessés ou des criminels. Donc on a décidé de les aider. Et donc, c'était ça l'acte 2. Et l'acte 3, on a été voir le président et, pour exposer. Et là, on a emmené
le syndicat FO pénitentiaire avec nous, nous avons amené l'UNSA douane avec nous, et nous avons pu constater, on le savait nous, parce que nous sommes des hommes de terrain, on échange avec les responsables de syndicats, hein, comme tout va mal dans l'éducation nationale, comme tout va mal aussi chez nos amis de CHU. Nous avons emmené ceux qui ont voulu se venir avec nous, puisqu'on avait l'éducation nationale l'acte 2, mais l'acte 3, nous avons axé ça sur la sécurité et la dangerosité du travail que font les policiers, les matons de prison et les douaniers. Etc. Et nous avons pu constater, les élus ont pu constater, que non seulement ils ont vu des responsables de syndicats qui étaient épuisés de porter le fardeau seul, et ils ont vu que c'est lourd, et ils ont constaté que la police prend un à un, petit à petit, les uns après les autres, année sur année, des délinquants, mais ils les déversent tous au même endroit. Et des fois, ils arrivent en même temps. Et ce sont des personnes qui sont enfermées avec les prisonniers, ils sont eux-mêmes en prison, et c'est difficile pour eux. Ils ont pu voir la douleur, la souffrance des gardiens de prison, ils ont pu voir la souffrance des douaniers qui luttent et qui sont obligés pratiquement de lutter contre la délinquance aussi, puisque ils faisaient que le côté fiscal de la chose, mais ils sont obligés de se mettre dans le bain. Et maintenant, vous allez les voir dans le rond-point avec des pistolets mitrailleurs, parce qu'il faut qu'ils se surarment. Il y a des gens qui vont contrôler, malheureusement, qui sont bien armés. Donc, eux aussi, ils sont obligés de monter en puissance dans les armes, et ils sont très peu nombreux. On ferme des unités chez les douaniers pour pouvoir justement rééquilibrer ceux qui doivent aller sur la voie publique. Et donc, on est en train de tuer, en fin de compte, la fonction publique dans sa généralité en France, mais en Martinique, c'est encore plus fort. Et nous avons constaté que nos élus de Martinique ou de Roran, les députés et sénateurs, ne sont pas entendus à Paris, pas parce qu'ils sont les plus nuls, c'est pas vrai, pas parce qu'ils sont pas efficaces, c'est pas vrai, c'est parce que tout simplement, bon, déjà, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent le petit guéguerre entre eux pour que ça puisse marcher et que l'union sacrée doit se faire. Ça, c'est pas gagné, Louis Berthet. Oui, mais il faut qu'ils le fassent. Il va falloir qu'ils prennent sur leur personne, parce qu'ils ont près de 400 000 personnes et ils représentent près de 400 000 personnes. Il va falloir qu'ils arrêtent leurs égos, là. Il va falloir se mettre au service du peuple. Et donc, nous avons constaté, puisqu'on a des échanges avec des élus au niveau national, qui nous ont dit, mais vos députés, vous savez, à force de chamailler ou faire un bruit par-ci, tout seul par-là, ça n'avance pas. Et on a pu voir qu'on a fait une mini-émeute à Quimper. Quimper, quelques voitures ont été brûlées, malheureusement. Et ce qui s'était jamais passé dans ce quartier-là, jamais, c'était tout calme, même les policiers le disent, tout est calme, il n'y avait pas de problème. Ça s'est passé parce que la délinquance va partout. Eh ben, il y a un député de la majorité qui a écrit au ministre de l'Intérieur, ça s'est passé par exemple le mercredi, il a écrit au député au ministre du moins, le ministre reçoit le courrier le vendredi il prend la disposition de dire je vais envoyer 11 fonctionnaires de police tout de suite. Donc vous voyez, 2 poids 2 mesures. Nous avons 16 morts en Martinique qui ne comptent pas. C'est 16 morts, enfin un peu plus maintenant, puisque il faut compter peut-être celui qui a été pendu ou qui s'est pendu en prison, puisqu'il a été tabassé auparavant, donc il a pris des violences qui l'a peut-être poussé à cela. Et c'est encore un jeune qui est tué. Mais avant de céder la parole à Eddy, au-delà de ça, objectivement, est-ce que vous pensez vraiment que l'argument de dire les parlementaires martiniquais, antillais ne sont pas unis, ne sont pas soudés, c'est vraiment ça l'argument, ou c'est plutôt l'argument du 2 poids 2 mesures et du loin des yeux, loin du cœur, comme l'a dit joliment le représentant de l'outre-mer. Est-ce que c'est pas surtout ça le problème et la réalité objective, quoi? Je l'ai dit tout à l'heure là, c'est pas parce que nos élus sont plus nuls que les autres, c'est pas vrai. C'est pas parce que nos élus ne font pas des interventions, c'est pas vrai. C'est tout simplement que nous sommes à 7000 km, on s'en fout de 250 fonctionnaires de police qui se trouvent sur la voie publique, qui sont en train de crier, qui sont en train de se faire tuer. En fait, vous décrivez un mépris total. Oui, c'est un mépris total de l'État central, c'est un mépris total de la population martiniquaise, parce qu'on ne donne pas à la population martiniquaise la sécurité dont elle a droit. Parce qu'on peut me dire ce qu'on veut, les Martiniquais payent des impôts aussi. C'est pas que l'Hexagone qui paye, nous payons au prix fort. Et moi, je le sais très bien, on le paye au prix fort. Donc, ce qui veut dire tout simplement, c'est que les élus ne sont pas écoutés, parce que déjà, ils ne sont pas nombreux, on est très peu. Et dans la Caraïbe et puis dans les DOMCOM en général, on ne se met pas d'accord tous ensemble. On est chacun dans son département, son île, sa collectivité. On tire à droite, on tire à gauche, et puis on n'est pas ensemble. Si tous ils se mettent ensemble, tous, je dis bien tout parti, tout bord, mais les DOMCOM ensemble, et puis disent ça suffit, stop, je pense qu'on va nous écouter. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire.
on a réussi à faire ça au niveau local avec tous les élus, mais nous avons donné l'exemple, nous avons dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Et maintenant, nos élus, on leur demande à leur tour de s'asseoir sur leur ego et puis de prendre à bras le corps le problème de la sécurité en Martinique, parce que plus personne ne pourra sortir, ne vivre dans ce département, cette belle île, l'île revenant qu'on dit, quand on vient tellement c'est beau, tellement c'est bien, on revient. Mais non, à un moment donné, ça serait l'île de la fuite. Personne ne voudra venir chez nous pour la bonne raison que la délinquance est en train de s'installer comme si on est en Jamaïque. Malheureusement, je cite la Jamaïque, pourquoi? Parce que c'est pratiquement un tué toutes les 3 heures, parce que la délinquance est élevée. Donc on arrive à ce point-là en Martinique. Je suis étonné, malgré, je mettrai nos politiques de côté. Mais je suis étonné que ceux qui dirigent le pays, la France, ne voient pas qu'il y a 16 tués en Martinique, 17 tués, puisqu'il y en a, je dis 17 tués, et 25 tués en Guyane. Dans les 25, il y a les orpailleurs. On ne sait pas s'ils sont tués au Brésil et qu'on les a déposés là, on ne sait pas. Mais bon, il y en a 25 au machin. Mais le premier département à délinquance pure dans les villes, pure dans nos quartiers même, pas dans la bourse, dans nos villes même. C'est le premier département français, c'est la Martinique. Il n'y a aucun élu, il n'y a aucun responsable de gouvernement, personne ne voit ça. Tout le monde s'en fout. Donc, nos morts en Martinique n'ont aucune valeur par rapport aux morts de la métropole. Donnez-moi le nom d'un seul département où il y aurait 16 tués, 17 tués, 18 tués, 19 tués. Je dirais même 5 tués. Et puis vous verrez par un renfort de police qui arrive tout de suite. Marseille, il y a eu un petit problème pendant qu'on tuait la dernière jeune fille qu'on a tuée là, il y a une semaine et demie là. Et bien, pendant que cette malheureuse perdait sa vie là, Marseille, il y a un petit problème d'émeute et de toi tués, blessés et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 ministres se sont déplacés, 4, pour aller présenter un dossier qui concerne la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les DOMCOM, pour aller présenter ce dossier-là à Marseille. Et ce dossier nous concerne, nous. Et pourquoi ils ne viennent pas ici? Pourquoi ils ne veulent pas nous affronter? Pourquoi ils ne viennent pas nous dire pourquoi ils ne donnent pas des effectifs? Mesdames et messieurs, Louis Liberté a beaucoup de choses à dire et ce qu'il a déjà dit va sans doute inspirer Dimarajo. Je vais essayer. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on explique à la population martiniquaise qui nous regarde ce qui ne va pas. Parce que vous venez d'expliquer ce qu'il faudrait faire pour régler en partie la problématique de la délinquance, c'est renforcer le nombre de fonctionnaires de police et de gendarmerie sur le terrain. Bon. Et on a bien compris que les gens qui devraient vous aider à ça commencent à peine, on va dire, à prendre conscience et vous comptez sur eux. Bon. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne au début. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et que vous puissiez nous dire pourquoi vous avez besoin de renforts de police. Alors, si j'ai bien compris, j'ai regardé les chiffres, comme vous venez de l'énoncer, les chiffres de la criminalité mortifère, donc le nombre de morts. Vous savez qu'on n'est pas encore au nombre de morts qu'on a eu dans les années 70. Hein. Vous vous rappelez peut-être pas, mais on était largement au-dessus de 16. Mais la seule différence, c'est que ça ne se passait pas autour des problématiques de drogue, essentiellement, et puis ça ne se passait pas avec des flingues, on va dire des pistolets ou des armes de guerre. Ça se passait à l'arme blanche, ok? Mais on était largement au-dessus des 16, hein? Bon. Et puis, c'était pas des gangs, c'était des règlements de comptes familiaux, c'était une petite criminalité, mais... Alors là, on a moins de morts que dans les années 70 ou 60, mais ça fait beaucoup plus d'effet parce que c'est lié à la criminalité, je veux dire la grande criminalité, la criminalité organisée, et puis c'est surtout avec des armes à feu, donc ça choque un peu l'imagination. Mais quel est le danger en fait? Quel danger vous pointez du doigt? Le danger le plus imminent, c'est que le citoyen, le pauvre citoyen qui se balade dans les rues de Fort-de-France peut attraper une balle perdue alors qu'il n'a rien à voir dans quoi que ce soit. Et le danger, c'est que vous allez faire vos courses tranquillement et puis vous ne pouvez pas mettre votre chaîne en or en évidence ou votre femme ne peut pas mettre ses boucles d'oreilles en évidence parce que se fait braquer ou agresser. Vous ne pouvez pas la nuit laisser votre femme, vos enfants aller au cinéma seuls. Vous êtes obligé l'accompagner. Vous ne pouvez pas vous balader au centre-ville ou bien voir même au Terre Saint-Ville comme d'antan, même s'il y avait des tués au Terre Saint-Ville ou voir le Haut du Port, si on appelle ça le Haut du Port, hein, parce que c'était pas le vrai nom, mais Mont Pigeon. Mais on se baladait, on se respectait. Et là, aucun respect. Donc là, c'est l'atteinte à l'ordre public, en fait. C'est atteint à la liberté.
Oui. Mais moi, j'aimerais savoir si c'est vraiment ça la problématique. Parce que on vous entend pas parler du vrai problème. Parce que si on fait une analyse des raisons pour lesquelles les gens meurent, la plupart des gens qui meurent sont souvent des gens qui ont affaire avec la justice. C'est pas le pauvre citoyen qui meurt, on est bien d'accord. Oui. Sur les 16, j'ai regardé, la majorité sont des gens qui ont à voir avec la justice. Bon, j'allais dire qu'on est plutôt là devant des cas de règlement de compte. Plus ou moins. Pourquoi vous ne parlez pas et vous ne mettez pas en exergue la criminalité organisée liée au trafic de drogue? Pourquoi ces mots-là ne ressortent pas dans votre communiqué? Ah si, moi personnellement, j'en parle assez souvent, puisque je dis, et Thierry, mon collègue qui est responsable du syndicat avec moi, on en parle assez souvent, puisque il est issu de l'OCRTIS, puisqu'on demande un renfort de l'OCRTIS pour créer une unité uniquement pour combattre le trafic d'armes. Parce que tout est lié. Qui est lié au trafic de drogue. On a toujours dit que le trafic de drogue amène les armes. Bon, expliquez aux citoyens pourquoi il y a un lien. Mais tout simplement, lorsqu'un ballot de drogue arrive ici, que ce soit son poids, il y a toujours accompagné des armes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut défendre. L'expéditeur envoie des armes pour que celui qui va distribuer ça défendre la marchandise et défend soi-même. Et en même temps... Donc c'est pour garder son territoire. C'est pour garder son territoire, mais également pour faire voir la puissance de feu qu'ils ont, parce qu'ils sont mieux armés que la police. Il faut pas se leurrer. Donnez-nous des exemples, parce qu'il y a des gens qui rêvent beaucoup. Je me souviens, j'avais interviewé, ça remonte, donc dans les années 90, un préfet qui m'avait dit « Monsieur Marajo, vous exagérez, il n'y a pas d'armes de guerre ». Et je lui avais cité des exemples d'un trafic qui impliquait un certain nombre de gens qui venaient de Guyane et qui rentraient des armes. Et puis, quelques années plus tard, on a découvert, vous devez vous souvenir de ça, sur la route de Mout ou de Redoute, un monsieur qui recyclait des armes. Il y en avait des centaines. Et on faisait même lui-même. Il en faisait lui-même. Vous vous rappelez de ça? Bon, donc il y avait des armes de guerre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'armes de guerre en circulation, on va dire, j'allais dire quasiment libre en Martinique, qui vous étonnent? Vous avez un petit clip là qui passe avec deux jeunes de bois croisés avec des pistolets mitrailleurs. Ce ne sont pas des armes comme la police nous avons dans les étuis. Qu'est-ce qu'ils ont comme pistolets mitrailleurs? Ce sont des pistolets mitrailleurs, soit c'est des Uzi. Oui, carrément. Le Uzi, c'est un pistolet mitrailleur israélien qui est une arme de guerre. Oui, qui est tout petit, que tout le monde peut porter sous sa veste et compagnie. C'est très pratique, c'est très léger. Oui, attendez, mais allons concrètement, parce que ça, vous ne le donnez pas. Donc nous, ce soir, on va le donner. Oui, parce qu'on peut c'est quoi le chargeur? Il y a combien de balles dans un chargeur d'Uzi? Eh bien, eux, c'est un chargeur long qu'ils ont. Il y a 30 cartouches dedans. Et les 30 cartouches, ils peuvent le tirer en combien de secondes? Ils peuvent le tirer en 5 secondes. Hein. En 5 secondes, vous pouvez prendre 30 balles dans la tête. Voilà. Et donc, ils peuvent tirer ça... Donc, si un type comme ça débarque dans un hypermarché, on est mal, quoi. Oui, surtout s'il a 2 chargeurs, il peut ouvrir 3 chargeurs, il fait un carnage. Donc, il y a des Uzi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il paraît qu'il y a des Kalachnikov. Il y a des Kalachnikov qui arrivent tout droit du Venezuela. Donc là, on a des chargeurs. Les gens cachent ça, mais nous, on n'a rien à cacher, puisque si la population doit savoir que les armes entrent, ils sortent principalement, parce que le Venezuela est parti en défi confiture, donc les armes, les militaires, ils vendent ça de partout, et ça arrive ici. Et on n'avait pas vu ça. On avait vu un qui arrivait, Kalash par ici. De temps en temps. Mais là, maintenant ça arrive en stock, ils savent même plus quoi en faire avec tellement. Et les armes, les prix cassés à 150 €, à 200 €, à 300 €, alors qu'on avait ça à 1000, 1500 €. Et ça arrive comment? Ça arrive avec la drogue. Ça arrive en même temps que la drogue, le même processus, le même trajet. Il paraîtrait que même dans les bateaux qui vendent des poissons, il y a des armes. Est-ce que ça, vous pouvez... Ça, je ne peux pas donner cette preuve-là. Ah, ça y est. Vous êtes parti dans la langue de bois. Non. Alors, on va faire différemment. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, là. Est-ce que vous en avez entendu parler? Parce que il y a des gens... Moi, j'ai fait ma petite enquête. Il y a des gens qui m'ont dit, sur le port, dans les bateaux qui vendent du poisson, il y a parfois des armes. Il se pourrait. Sauf que, j'ai entendu ça. Vous avez entendu ça? J'ai entendu ça comme tout le monde. Mais j'ai entendu ça comme tout le monde. Sauf que, vous savez, on raconte beaucoup. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais on raconte beaucoup de choses et des fois, 90% des choses ne sont pas avérées. Par contre, ce que je peux vous certifier, c'est que nous avons fait 3 prises d'armes conséquentes énormes. Il n'y en a qu'une seule que la population a été informée. C'est parce que nous avons mis la pression médiatique
que le procureur était obligé de dire, reconnaître qu'il y a, voilà, vas-y, regardez, on a pris beaucoup d'armes. Mais il y en avait 2 autres auparavant qui ont été effectués, et c'était également par l'OCRTIS sur les transports d'armes et de drogue qui accompagnaient justement la drogue. Donc c'est plus fréquent que ça arrive comme ça que par le bâton de pêche. Ça peut arriver par le bâton de pêche, puisque les clandestins arrivent comme ça peut arriver dedans. Sauf que pour l'instant, nous n'avons aucune preuve de ce fait avéré. Voilà. Alors, une dernière question là-dessus. Parce que les jeunes qui sont interpellés avec les armes, ils sont questionnés, et la provenance est demandée, bien sûr. Donc, et ils disent quoi? Et ils disent pas ça. Ils ne cachent pas le morceau? Non, ils cachent notre morceau quand je vous dis là, mais le poisson, non, pas encore. On va fantasmer un peu. Il paraît même qu'il y a des fusils mitrailleurs qui équipent aujourd'hui la police nationale, qui viennent d'Allemagne, qui sont aussi en circulation. Oui. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a des voleurs partout. Il y a même ceux qui fabriquent, ils en donnent 200 à la police, et puis de notre côté, ils peuvent faire leur trafic aussi. Tout est possible. Il y a des armes, comme nos armes de poing que nous avons, nous, policiers, qui sont en circulation aussi, qui ont été volées dans des armeries, qui ont été volées... des Glock, par exemple? Oui, les Glock, ça y va. Là, il y a ça en pagaille. Il faut rappeler que c'est un pistolet d'origine autrichienne, c'est ça? Oui, mais il y a la version américaine aussi. Et c'est la version américaine qu'on a le plus ici, puisque c'est en plastique assez léger. Et par contre, celui-là, il peut tirer en rafale. Parce qu'il y a 2 versions. Il y a une version qui tire coup par coup, un semi-automatique, et puis il y a l'automatique qui peut tirer en rafale. Et ça peut prendre le chargeur de 30 aussi. Donc, le tableau que vous venez de nous dresser indique très clairement que, on va dire, nos délinquants ne sont pas en retard. Non, ils sont en avance. Ils sont en avance, mais ils sont surtout en avance sur vous. Ah oui, ils sont en avance sur l'équipement, ils sont en avance sur plein de choses. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, pour riposter à ça? Parce que quand vous arrivez devant des mecs qui ont des Uzi ou des Kalachnikov, vous avez quoi, vous? Notre bonne volonté. Oui, notre bonne volonté. Et quand je dis que... Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, dans la police, les policiers ont peur? Disons que tout le monde a peur. Sauf que moi, à 19 ans, je suis entré dans la police. Et à 22 ans, ma peur, j'ai su la contenir. C'est-à-dire que j'ai eu tellement peur que maintenant, c'est bon. Non, c'est pas qu'on n'a plus peur, c'est qu'on contient cette peur-là. Personne ne verra quand j'ai peur. Personne ne verra ça. Je contiens cette peur-là, je travaille avec, et c'est une force. C'est pas le seul vecteur du travail, mais c'est l'un des vecteurs. Parce que lorsqu'on a peur, ça permet de réagir autrement que si on n'avait pas peur. Parce que moi, je suis en principe, je suis un des fonctionnaires de police qui n'a pas peur de la mort, parce que je dis que je suis déjà mort en puissance. Je suis un mort en puissance, c'est le jour que je ne connais pas. Donc, mort ou mort, que je meurs aujourd'hui ou demain, je sais que je vais mourir. Donc, je ne vis pas avec l'histoire que j'ai peur de mourir. Par contre, je vais intervenir, on me dit c'est ça, je ferai attention pour mes copains, mes collègues qui sont à côté, pour les faire s'équiper correctement, pour faire attention que tout soit dans les règles, mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Quand on part le matin ou le soir pour aller à son boulot, on est sûr de partir, mais on n'est pas sûr de revenir, et on n'est surtout pas sûr de revenir dans l'état où on est entré. Donc on ne sait pas comment on va revenir. Donc quand on fait ce genre d'acte en connaissance de cause, qu'on fait ce boulot en connaissance de cause, on sait qu'il y a un risque à encourir. Mais le risque devait être minimisé par la protection des policiers. Et les policiers n'ont pas cette protection maintenant. Donc comment voulez-vous qu'un policier puisse aller protéger un citoyen si lui-même n'est pas en sécurité? Mais la peur est au quotidien dans tout le monde, dans tout un chacun. Mais il faut savoir le contenir. Et puis il y en a des policiers qui n'ont pas peur. Mais je dis que quand on n'a pas peur, on devient un peu dangereux. Parce que moi, je sais que des fois, je deviens dangereux par rapport à mes collègues, parce que je n'ai pas peur d'aller, je vais n'importe où, dans n'importe quel quartier, devant n'importe qui. Et des fois, il faut faire attention, peut-être qu'il y en a un qui a peur d'y aller. Donc il faut faire attention à l'équipe. Il faut être en symbiose. Il ne faut pas que tu tires d'un côté puis l'autre tire de l'autre côté. Donc il faut faire attention. Et puis la peur, comme je dis, c'est une qualité, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, loin de là. Parce que si on n'a pas peur, ça veut dire qu'on n'est pas un être humain. Vous arrivez à gérer votre peur. Oui, il faut gérer la peur. Un policier doit gérer sa peur. Vous avez dit quelque chose il y a quelques instants de très intéressant, et peut-être même de très grave. Vous avez dit que quelque part qu'il y a une volonté de certaines autorités qui exercent en Martinique, mais finalement de cacher une partie, voire beaucoup, de la vérité sur les armes qui sont saisies, quoi. Mais c'est pas que sur les armes qui sont saisies. Vous avez les chiffres, on vous donne des chiffres. Les journalistes, on vous donne des chiffres tous les jours. Mais les chiffres qu'on vous donne, ils sont faussés partout.
Ils sont faussés de partout parce que moi ça dure depuis quand? Ça dure depuis que le monde est monde. En haut, on veut pas dire à la population que ça va pas. Il faut Donc dire non, ça va pas un peu, mais pas beaucoup. Pour ne pas qu'il y ait une espèce de psychose dans la population. Mais là, comme nous, depuis un moment, vous avez vu quelqu'un qui est monté au créneau pour dire que les syndicats, nous sommes des menteurs? Est-ce que vous avez une autorité qui est montée au créneau pour dire qu'on est des menteurs? Ah bon, d'accord, on les attend justement, parce que nous, on a les vrais chiffres. On a les vrais chiffres, on a tout là. Et on a les chiffres de partout, que ce soit sur les blessés, que ce soit sur les morts, que ce soit sur les armes, que ce soit sur les affectations des fonctionnaires de police et la santé des fonctionnaires de police. Je vais vous donner un exemple. Vous avez actuellement un service de l'aéroport de la PAF. La BMR, pour ne pas le citer. La BMR. Ça veut dire quoi? C'est la brigade mobile de répression contre les clandestins, clandestins et compagnie, travaillent au black, tout ce qu'on veut là. Et cette unité-là, unique en Martinique, en arrêt maladie. L'unité au complet en arrêt maladie. C'est combien de personnes? Ça fait grosso modo une douzaine de fonctionnaires de police. Oui. D'accord. Ils sont chez eux parce qu'ils en peuvent plus. Oui, parce qu'ils en peuvent plus et parce qu'il y a un petit monsieur qui joue au caïd, au gros chef là, et puis qui parle à des personnes qui ont 50 ans et voire 60 ans, de n'importe quelle façon, qui agresse un cadre A violemment dans un couloir et personne ne dit rien, qui est un fonctionnaire de police, ça fait plus d'1 an qu'il est en burn-out et qu'il a déposé plainte justement pour le comportement de ce monsieur, qui est un fonctionnaire de police qui vient d'arriver, qui a été muté à l'aéroport il y a moins de 6 mois que ce fonctionnaire demande à partir pour les mêmes faits, et tout le monde trouve ça normal. En tant que secrétaire du CHCT de la police nationale, j'ai saisi, il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, j'ai saisi le préfet pour demander un CHCT en urgence. Tout le monde fait le canard. Ouais. Tout le monde me dit non, c'est pas pour une personne qu'on va déclencher ça, c'est pour une entité. Je dis mais oui, mais ça c'est pas une personne qui est là. Et vous avez tout un service qui est en burn-out, qui est en blackout, parce que ça fonctionne pas et on malmène ces fonctionnaires de police là. Et puis cette unité, c'est simple. Je vais vous dire qu'est-ce que c'était cette unité. Cette unité, l'an dernier, c'était le numéro 4. Le numéro 4 au niveau national dans la répression des étrangers. Numéro 4, vous imaginez? Regardez le nombre d'étrangers qu'on fait en métropole. Si la Martinique était le numéro 4, ça veut dire tout simplement qu'ils faisaient un travail extraordinaire. Ils sont passés avant-dernier. Ça vous dit rien? Ouais. Ça vous interpelle pas? Ça m'interpelle moi. Ce sont les mêmes policiers, hein? D'accord? Donc, tout ce qui a changé, c'est tout simplement que les fonctionnaires de police, on en a marre de se faire maltraiter. Non seulement ils n'ont pas les effectifs qu'il faut, non seulement ils n'ont pas le matériel qu'il faut, mais quand ils sont maltraités encore par une certaine hiérarchie, c'est pour ça que vous avez des suicidés dans la police. Nous sommes à 51 là maintenant. 51, un record. Au niveau hexagonal, quoi. Non, en Martinique, on en a eu un. Oui, non, d'accord. Oui, 51 au niveau globaux, oui, voilà. Et donc, ce qui fait que 51, ça interpelle toujours personne. Et quand vous avez l'attitude de certaines personnes comme ça, personne ne dit rien. Moi aussi, je suis un dirigeant de fonctionnaire de police, les encadre. Moi aussi, je peux faire un bruit de gueule sur un fonctionnaire de police. Moi aussi, je peux avoir mes états d'âme. Mais à un moment donné, on peut faire marche arrière sur certains trucs pour dire, ouais, on va trop loin, mais là, on a été machin. Mais là, non. Ça fait depuis 1 an, ça monte crescendo. J'ai pas envie d'être, j'allais dire, encore plus pessimiste que depuis le début de cette émission, mais par rapport à ce que vous avez décrit sur le type d'armes de guerre qui sont à disposition des voyous, des délinquants, on a parlé de Uzi, de Glock, de pistolets mitrailleurs, de Kalachnikov. Est-ce que finalement, ce nombre minimal qui est, je crois, de 80 fonctionnaires de police que vous réclamez, tous syndicats confondus, de manière la plus urgente possible, j'ai presque envie de vous demander, est-ce que ça va suffire face à des armes pareilles, quoi? Non. On a dit tout simplement, on demande 50 fonctionnaires de police pour la DDSP, c'est-à-dire la pour Fort-de-France. La DDSP, c'est la sécurité publique, quoi. Voilà, pour la Martinique et Fort-de-France. Okay. Et une bonne partie pour les brigades de nuit. Parce que le Lamantin, brigade de nuit, n'existe pratiquement pas. Ouais. Et Fort-de-France tourne sur une patte avec un orteil. Donc, on a demandé de renforcer ces unités-là pour les faire passer un nombre de fonctionnaires de 16 au lieu de 12, etc. Je dis de fonctionnaires de police, je n'ai pas dit des emplois jeunes. Oui, okay. Des vrais fonctionnaires de police. Ceux qui ont signé un arrêté comme attestant qu'ils sont fonctionnaires de police. Pas d'adjoint de sécurité. Oui, pas un contrat. Pas ceux qui ont signé un contrat pour 3 ans ou 5 ans. D'accord. Pas agent de sécurité. J'ai dit vrais fonctionnaires de police, c'est ce qu'on demande, les 82 qu'on demande. Alors, pour abonder les deux services SG, service général de Damantin et Fort-de-France, les chemises blanches, là, vous voyez, et faire monter en puissance
la BAC de nuit de Fort-de-France pour avoir 3 patrouilles au lieu de 2, puisque maintenant Fort-de-France bouffe les 2 patrouilles de la BAC. On n'a même pas le temps de mettre le pied au Lamentin. 2 patrouilles du GAN, le renforcé le GAN, qui devait normalement être à 21. Le GAN, c'est le groupe d'appui de nuit. C'est votre unité, je crois. Voilà, c'est mon unité, qui devait être à 21 et plus 1, et qui est à 15 plus 1. Donc, ce qui fait tout simplement monter en puissance ces unités-là pour avoir une 3e patrouille dans chaque unité pour que le Lamentin puisse avoir au moins un des 3 véhicules sous son secteur en permanence. Mais vous allez les trouver où, ces 80 ? Parce que... Et ils les trouvent bien pour Marseille. Non mais attendez, il y a quand même une particularité, et peut-être que les gens ne le savent pas, c'est que la très grande majorité des policiers de la police nationale en Martinique sont des Martiniquais. Et c'est quand même... par exemple, dans la gendarmerie, c'est le contraire. On est d'accord. Donc, il faut trouver, pour que vous gardiez cette tradition d'identité forte des Martiniquais parlant à des Martiniquais, on va dire ça comme ça. Il faut que vous trouviez 80 fonctionnaires d'origine martiniquaise ou martiniquais. C'est facile. C'est possible, ça ? Facile. Il y en a suffisamment en France, en fait, c'est ça. Il faut les prendre en France. Moi tout seul, oui. Et à mon collègue Thierry Bousselin, je dois en avoir 30 en portefeuille, Thierry doit en avoir au moins 30. D'accord. Sans parler de Claude Coupel qui est dans un autre syndicat. Et c'est des gens qui veulent venir. C'est des gens qui veulent venir. Il y a un vivier de 5000 fonctionnaires entiers. De police. De police. Enfin, ils sont au courant des Kalachnikov, tout ça. On leur a donné tous les éléments. On leur a décrit la situation. Oui. Mais dans ce lot-là, il faut appeler un chat un chat. On nous insulte aussi des fois. Parce qu'il y a des fonctionnaires de police qui ont le droit de revenir dans le département. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'arrêter de nous prendre pour des pigeons, pour des cons. On nous envoie 12 fonctionnaires de police. Dans les 12, vous en avez 4 qui sont interdits de voie publique, qui arrivent comme ça. Donc on est obligé de chercher un endroit pour les mettre. Excusez-moi. Ça veut des dire quoi ? Fonctionnaires de police qui sont interdits de voie publique. Oui, parce qu'ils sont malades, ils sont blessés. Ah d'accord, on les envoie ici. Oui. Ah, en fait, Mais ils ont le droit de venir, ils ont le droit d'être mutés. C'est pas un problème. Attendez, mais quand on nous envoie 12 personnes, il faut que c'est dans les 12. Et les collègues qui sont dans cet état-là ne doivent pas être comptés dans les 12 valides. Quand on veut se débarrasser de métropole des collègues qui sont plus ou moins valides et qu'on les envoie ici pour nous, ok, il n'y a pas de problème, ils retournent dans leur pays. Mais qu'on ne les compte pas parmi les valides parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas fonctionner. Ils le savent très bien qu'on ne va pas fonctionner. Donc ils nous mettent en difficulté volontairement. Envoyez-nous, au lieu de nous envoyer 12, nous envoyez 16. Vous nous envoyez les 4 qui sont hors quota et puis les 12 véritables. Et puis les 4 hors quota, on va essayer de trouver une solution. Non, voici ce qui nous arrive. On a vu une année. On est à ce niveau de cynisme. Oui, mais oui, je vais aller plus loin avec vous. Il y a une année, pas si loin que ça, il doit avoir 6 ans, on nous a envoyé un motard. Et cette année aussi, je vais donner l'anecdote de cette année aussi. On nous a envoyé un motard de la gendarmerie, de la police nationale. Quand le motard est arrivé ici, on a dit chiotte, on trouve, il y en a un motard. Sauf que le gars, il arrive avec la jambe droite, la jambe gauche, raide. C'est-à-dire... Il peut plus monter. Ça ne se plie pas. C'est bien pour il ne peut pas faire la moto, mais il est arrivé en statut motard. On fait quoi avec ? Il ne peut pas aller sur la voie publique. Il ne peut pas marcher, la jambe est raide. Bon, on a cet exemple. Cette année, vous savez ce qu'on a fait, mais c'est encore mieux. Comme on se fout de nous, et puis comme personne ne dit rien, tout le monde dit amen, et puis on pense que tout va bien, comme on est à 7000 km, et puis, c'est la Martinique, on s'en fout, là-bas, il y a le soleil, le cocotier, tout va bien, ils n'ont pas besoin de policiers, et puis débarrassons-nous de tout ce qu'on ne veut pas. On nous envoie un collègue, on demande de mettre au chien. On a besoin de mettre au chien. On nous envoie un maître chien, on le voit arriver, on ne savait même pas qu'elle arrivait. Tiens, il y a un maître chien qui est arrivé. Ah bon ? Et le maître chien se présente. Et puis malheureusement, il nous dit il est en blessure en service depuis 1 an et qu'il est en prolongation jusqu'au mois d'octobre. Mais il arrive ici en Martinique sans chien. Donc, si éventuellement il reprend son service un jour en Martinique, puisqu'il est arrivé, il est toujours en arrêt. S'il reprend son service, il faut qu'il reporte en métropole chercher un chien. Puisque comme il avait un chien là-bas, mais comme il est en blessure depuis 1 an, on a réaffecté son chien. Donc il n'a pas de chien. Ouais. Donc il y en a bien, parce que le directeur départemental a fait le nécessaire pour appeler son homologue pour dire, bon voilà, j'ai le choix, est-ce que je mets... Si, il est bien, prends-le. Il a pris, il a fait confiance. Et le problème qui se passe, c'est que ce fonctionnaire de police-là, on le récupérera vraiment sur la voie publique quand ? Voici ce qu'on fait à la population policière en Martinique et qu'on fait à la population tout court, parce que ce fonctionnaire de police-là, malheureusement, il a le droit, on en France ici, il a le droit à la mobilité, il a le droit de venir. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on est victime, là encore, d'un système qui existe partout en France, ou est-ce qu'on est victime de ça parce qu'on est noir ?
On a parlé de mépris, on a parlé de mépris. Il faut non, parler, je dirais pas non, je dirais pas ce mépris-là, mais je dirais le mépris du fait qu'on est outre-mer. Le mépris du fait qu'on est derrière le dos du bon Dieu. Ouais. Et en plus, on n'est pas de la bonne couleur, apparemment. Vous n'osez pas le dire, peut-être. Je ne vais pas le dire. Je vais pas dire ça parce que Non, je vous dis ça pour vous taquiner un peu parce que j'ai noté que vous êtes du syndicat Alliance et le syndicat Alliance n'a pas. Ah oui, j'ai vu qu'on est de l'extrême droite. Non. Ah putain. Parce qu'il y a des types qui appartiennent à votre syndicat qui ont un langage extrêmement clair sur leur choix ethnique. Hein. Oui. Ça vous pose pas de problème. Je vais vous dire quelque chose. Il y en avait dans tous les syndicats d'ailleurs, que ce soit les syndicats qu'on dit de gauche ou de droite, il y en avait pas mal de syndicalistes dans toutes les professions. Vous avez des personnes en métropole qui ont des idées, je dirais proches de celles de Marine Le Pen. Un peu partout. Ouais, voilà. On va faire le politiquement correct. Pas que dans le syndicat Alliance, mais je vais vous dire quelque chose. Et à l'heure actuelle, là, vous en avez très peu. Pour deux raisons. Pour la bonne et simple raison, c'est que on n'ose pas, enfin certains n'osent pas afficher ce qu'ils pensent vraiment. Leur couleur, quoi. Et parce qu'ils vont se faire taper violemment par l'administration sur les doigts parce qu'ils n'ont pas le droit. Et puis deuxièmement, le syndicat Alliance, c'est l'un des syndicats, il y a plus d'antillais à cadre dedans. Et donc ça fait pas bien de. Oui, vous n'allez pas venir dire devant moi n'importe quoi, parce que quand je descends en congrès puis les gens ils parlent, j'ai pas ça. En fin de compte, c'est peut-être plus moi qui quillonne sur ça que eux, parce que non, parce qu'ils vont avoir mal aux dents quand on va répondre, parce que je suis violent quand on m'attaque aussi. Hein. Ouais. Alors on a parlé tout à l'heure du Venezuela et de ces kalachnikovs qui arrivent du Venezuela. Mais normalement et officiellement, quelles sont les instances de la police ou les moyens qui sont censés, je dis bien censés, intercepter ou contrôler, surveiller l'arrivée de ces armes à feu par voie maritime? Mon Dieu. Ok, on vous écoute. Alors, dites-nous tout de suite qu'il y en a pas, en fait. Dites-nous. Non. Et justement, il y en a. Parce que en plus on fait partie de ce qui est le plus sophistiqué au monde. Ah bon? Oui, même les Américains nous envient sur certaines choses parce que les oreilles et puis les écoutes, on est fort. Hein. Et je peux vous garantir que les prises qu'on fait, l'OCRTIS de France, la mieux armée et puis la plus efficace, c'est celle de Fort-de-France. Entre guillemets. Malgré le manque de moyens, humains. Malgré le manque de moyens. Mais je vais vous dire quelque chose. Les fonctionnaires de police font plus de 250 heures de rabio. C'est ce qu'on appelle le rabio. C'est des heures supplémentaires. Et vous avez 9 fonctionnaires de police à la fin de la semaine. Quand vous regardez leur compteur d'heures, 250. Pourquoi? Ils commencent le lundi, ils sont toujours pas rentrés à la maison. Parce que quand ils prennent un bateau, c'est tout de suite. Il faut tout faire. Il faut faire la perquise sous le bateau, il faut faire le scellé sous le bateau, il faut transporter, il faut peser, il faut analyser, il faut faire tout ça. Et ce sont toujours les mêmes. Auditionner les gens, et s'il y a des Martiniquais impliqués dedans, aller les perquisitionner, aller les interpeller. Donc il y a quand même des résultats positifs. Il y a beaucoup de résultats positifs, sauf que je mets un bémol, parce que vous savez, je suis devant mon peuple, il faut que le peuple puisse savoir certaines choses. Vous avez une interception comme partout, aux douanes ou partout, vous avez une interception de 5 personnes, vous en avez 2 qui sont passés à travers. Mais c'est pareil pour la douane. Vous avez 3 bateaux qui sont interceptés, mais vous avez le plus petit bateau peut-être qui n'est pas intercepté, c'est lui qui est le plus gros. Le plus chargé, quoi. Il paraît même qu'ils vous envoient des bateaux pour que vous puissiez les intercepter pour laisser passer les autres. Oui, parce qu'ils savent qu'ils sont à l'écoute, ils savent que nous sommes assez bien équipés. Mais chose qui, à la limite, qui nous envoie ça, qu'on intercepte, c'est bien qu'on les envoie. Ce qui je suis insurgé, qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'on fait la lutte contre la drogue et l'entrée des armes sur le continent européen. D'accord? C'est le travail de l'OCRTIS. Voilà. Ouais. Sauf que une petite partie, 10%, mais ça fait très mal pour 399 000 habitants. Même pas. D'accord? Moins. Ouais. Ça fait très mal pour nous parce que les 1%, les 10% qui restent en gros, je veux dire, qui restent sur le territoire martiniquais, tuent nos enfants et permettent à nos enfants de s'entretuer. Il paraît que c'est un marché. Alors nous, on a essayé de recouper tout ça. Il paraît que c'est un marché quand même de 150 millions d'euros, quoi.
Oh, et ça, c'est l'iceberg que vous avez vu, mais derrière, il doit avoir encore un peu gros que vous et moi. Il y a encore plus d'argent en jeu, vous pensez? Et puis, il faut voir que de plus en plus, ça brasse de l'argent, de plus en plus, ils se mettent à la page, de plus en plus, ils font entrer des armes qui complètent et d'autres trafics. Il y a d'autres trafics, parce que là, encore, on échappe encore un peu au trafic de cigarettes. Mais on va pas l'échapper longtemps, puisque les cigarettes sont tellement chères. Donc on va y arriver à ça aussi. On arrive à prendre quelques-uns. Mais c'est qu'il y en a beaucoup plus. Donc moi je pense que on nous trompe sur la marchandise, entre guillemets, en nous disant que on fait beaucoup de résultats, on fait venir la presse et puis on montre, on a fait 2 tonnes, 3 tonnes et puis on a pris 50 fusils et compagnie, mais combien qui passent à la trappe et qui restent sur le territoire? Il ne faut pas oublier une chose, les hommes que vous voyez qui ont été saisis là, vous avez vu combien qu'il y avait? Et puis il y avait des Kalachnikov et compagnie dedans. C'est pas pour la métropole ça. Ça c'est pour nous. C'est du local. C'est pour le local ça, attention. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire qu'on a quand même, vous vous rappelez le chiffre depuis quelques minutes, on est 400 000. Je veux dire, on n'est pas capable de consommer toute la drogue qu'on nous envoie, mais on est d'accord. Je veux dire, sinon toute la Martinique fumerait de la ganja et puis snifferait de la cocaïne. Oui, mais je veux dire, on est quand même un tout petit marché. Il semblerait quand même que l'essentiel, ça soit du transit. Oui, c'est on est d'accord. C'est du transit. Bon, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui fait ça? Qui est derrière tout ça? Parce que la rumeur classique, on l'a encore vérifié quand on faisait notre petite enquête, c'est que vous, les gens que vous attrapez et les gens que vous enquiquinez, c'est du menu fouettin, on va dire ça, les va chercher, les porte-flingues, mais derrière, il y a des gens beaucoup plus importants que vous n'irez jamais embêter. Est-ce que c'est vrai? Alors là, quand vous prenez un bateau, c'est que vous avez un kékinangou. Quand vous prenez un bateau avec des tonnes... Non, je parle des gens localement, parce qu'il faut bien que quelqu'un localement réceptionne la drogue qui va transiter. Si. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens en Martinique qui peuvent dormir tranquille, qu'on n'ira jamais embêter? Non. Ou est-ce que la guerre est totale? Non. Je ne peux pas dire qu'il y a des gens qui restent ici et qui sont tranquilles, c'est pas vrai. Dès qu'on a l'info, par exemple, nos indiques nous appellent, nous donnent une information sur telle ou telle personne, ils vérifient. Ils vont voir si c'est vrai, ils vont pas aller tête baissée pour interpeller un tel ou tel, mais ils vont vérifier, les dire. Et ça peut durer une année. Les gens disent, oh, t'as rien fait, non, tu fais rien, etc. On l'a vu dernièrement sur le numéro 1, tout le monde disait rien. Eh bien, regardez, ça a pris son temps. Mais c'est arrivé à un résultat. Parce que on n'a pas bien compris votre exemple là. Oui, on envoie les gens à faire des erreurs. C'est-à-dire que lorsqu'on les piste, on a besoin qu'ils fassent des erreurs. Donc on les emmène à faire des erreurs. Et quand ils font des erreurs, ils sont interpellés. C'est qui le numéro 1 dont vous parliez là? Mais je n'ai pas l'habitude de citer des noms. C'est parce qu'on avait remarqué. Vous parliez de quelqu'un qui est maintenant en prison, c'est ça? Bien sûr. D'accord. On va y revenir tout à l'heure. Donc le problème qui se pose avec tout ça, c'est que nous avons des personnes qui pensent qu'ils sont à l'abri, mais ça dure un moment, ça dure un temps. Et puis on arrive, les affaires sortent. Alors je vais vous poser la question, parce que personne jusqu'à maintenant n'a osé vous poser la question. Est-ce que l'establishment martiniquais, dans le vocable des gens dans la rue, les gros bourgeois, etc., c'est ça, les gens dans la rue disent yo, les gros bourgeois, les mulattes, machin. Est-ce que dans les enquêtes que vous menez, la partie supérieure de l'élite martiniquaise, vous avez trouvé des gens qui étaient mêlés à ça? Non, pas jusqu'à présent, non. C'est des gens qui balancent... Donc ça c'est du mythe, ça. Ça, c'est de balancer tout et n'importe quoi. Par contre, pour consommer, toute la tranche de la population de A à Z consomme. Dans toutes les classes sociales, ça consomme. Ça consomme. Et transporter et avoir un peu de drogue sur soi ne veut pas dire qu'on est forcément un trafiquant. On peut être l'acheteur ou la victime de la chose. Le consommateur. Et plus le malade qu'autre chose. Mais les personnes haut placées, très haut placées, etc., qui sont dans la drogue, ils tomberaient plus vite que les autres, parce que vous savez, le train de vie des gens sont suivis à la lettre. Il ne faut pas croire. Et les banques signalent tout de suite. Ils sont obligés. C'est une obligation de la loi. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc le train de vie d'une personne attire l'attention. Non mais attendez, monsieur Béanté, quand il y a 150 millions d'euros de marché, il y a bien quelqu'un qui utilise cet argent, sauf si tous les gens qui ont cet argent l'envoient dans les îles d'à côté. Mais 150 millions d'euros par an, il faut bien le dépenser, non? Et ça doit se voir. 150 millions d'euros, on va être gentil. Disons, il y a 150 personnes.
Mais ce type, ce que... Et chacune a 1 million d'euros, donc c'est pas beaucoup, c'est ça? Ouais, faites-moi sourire, faites-moi rire. Mais ce type d'investigation évoqué par Eddy, normalement, c'est pas vos services et vos unités qui s'occupent de ça. Ça relève plutôt, corrigez-moi si je dis une bêtise, du SRPJ et d'unités comme ça, non? Le problème, c'est que les primo-intervenants, là, c'est-à-dire les collègues qui sont en chemise blanche, le groupe d'appui de nuit, la BAC, c'est nous. Ouais. Et bien, le problème qui se passe, c'est que nous sommes les premiers. Et les premiers enquêteurs de la police, c'est nous. Donc, les gens ne savent pas ça. Les gens pensent que... Vous êtes juste là pour arrêter, interpeller, quoi. Oui, non. Parce que nous, quand un policier n'a pas de mission première, toute patrouille de police devient une BAC. Et les gens doivent savoir ça. Toutes les patrouilles de police que vous voyez là, ce sont des policiers qui deviennent des BAC. Parce qu'ils sont là pour arrêter les bandits et faire le flagrant délit aussi. D'accord. Donc, il y en a qui sont formés pour ça, qui prennent les risques que pour ça, pour faire que les flagrants délits. Mais toute patrouille de police est vouée à faire du flagrant délit. Donc, ils ne sont pas à l'abri de tomber sur un véhicule chargé de drogue. Ça arrive souvent. Ouais. La plupart des fois, toutes les dernières fois là, qu'on a eu là, c'est le groupe d'appui de nuit et le service général qui ont fait des arrestations d'armes et d'herbes de cocaïne et compagnie. Ouais. Ça, on n'avait pas de BAC. Tiens, on n'avait pas de BAC. Donc, voilà. Au niveau de la BAC, là, la brigade anticriminalité, au niveau des effectifs, comment ça va, justement? Ben, vous savez, je vais vous dire une vérité. Il y a 2 unités en Martinique, c'est très difficile de les compléter et d'avoir des effectifs. C'est la BAC et le groupe d'appui de nuit. Pourquoi? Le taux de blessures dans ces 2 unités, c'est le taux le plus élevé qu'il y a dans la police. Ce sont des jeunes qui aiment leur métier, qui ont envie de le faire, mais qui sont de plus en plus dégoûtés parce qu'on leur demande de faire beaucoup avec le peu qu'ils ont et ils sont de plus en plus blessés. Blessés par quoi? Soit ils sont blessés par armes, par armes à feu, par armes blanches, par destination, des bâtons et tout ce que s'ensuit, et blessés psychologiquement aussi. Parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai un fonctionnaire de police qui a été impacté d'une balle le 6 août dernier. Ah, très récemment, quoi. Très récemment. Ouais. Ce fonctionnaire de police-là, il y a 8 mois auparavant, il a été percuté au Terre-Saint-Ville, la jambe cassée, sur un véhicule volé. Il a foncé sur le véhicule de police, il sortait du véhicule de police, il a foncé, donc il avait le pied qui était à terre, il a écrasé la porte donc avec le pied du fonctionnaire. D'accord? Ce fonctionnaire de police reprend, 2 jours à peine qu'il reprend, voit-il pas qu'il va interpeller quelqu'un qui est en train de tout casser à la maison chez les parents? Qui est un peu aliéné et compagnie. Pendant qu'il est au sol essaie de maîtriser, la sœur même de cette personne prend une béquille et frappe le fonctionnaire de police, lui casse l'épaule. Il va démissionner de la police. Attendez. C'est pas fini. Et à peine remis de tout ça, ses émotions, il reprend, il est en service, il est chef d'une patrouille, il voit devant lui un individu avec un fusil. Il est policier. Il intervient. À peine mis pied à terre, décharge, impacté. Donc, s'il vient me dire, Major, je ne veux plus aller sur la voie publique, vous pensez que je vais l'obliger à y aller? Vous pensez que je vais dire, il faut que tu y ailles? Non. Parce qu'il a subi quelque chose 3 fois, 3 violences, qui, psychologiquement parlant, il ne pourra jamais éliminer. Parce que moi, j'en ai subi, et je les ai tous. Tout ce que j'ai subi, c'est là, ça ne s'efface pas. La preuve vivante, moi-même, personnellement, je sais que ça ne s'efface pas. C'est faux quand on dit on va se réparer, le psychologue va venir dire plein de conneries. C'est pas vrai. Tu te répares tout seul. Personne ne va te réparer, ou sinon, tu ne vas pas te réparer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce fonctionnaire de police, c'est un exemple. Mais combien qui étaient à côté ce jour-là? Il y en avait 2. Eux aussi ont subi. Il y en a une qui a impacté, qui a tiré aussi. Et eux, ils ont suivi, ils ont vu leur collègue en sang, ils ont vu et que le collègue a été blessé. Vous pensez qu'un policier, il aime voir ça? Personne au monde n'aime voir ça, ce genre de scène. Ça reste dans la tête, ça ne s'efface pas. Ce sont des policiers qui sont abîmés. Quand vous avez un fonctionnaire de police qui ôte la vie à un délinquant qui plus est, puisqu'il était armé, il a tiré sur un policier. Comme ça, c'est passé récemment. Voilà, et il lui enlève la vie. Vous pensez que ce fonctionnaire-là, c'est bien, il est établi, tout c'est bien, il n'est pas blessé, il est bien. Faux. Ce fonctionnaire de police-là, il est abîmé à vie. Mais comment vous faites, vous avez évoqué votre cas personnel, au quotidien, comment vous vivez avec ça? Avec tout, je ne vais même pas parler de souvenirs, mais toutes ces choses qui sont peut-être toujours à vivre, quoi. Eh bien, il faut... Le policier, s'il n'a pas une épouse, un ami, une amie qui comprend le langage des policiers, la souffrance des policiers, il n'arrivera pas. Parce que je me rappelle quand je me suis retrouvé en difficulté, j'ai 2 sœurs.
Et les deux sœurs m'ont soutenu, mais vraiment soutenu. Et me dit non, ne lâche pas. Et c'est pas ton tempérament, fais pas ça. Ne lâche pas, tiens bon. Et maintenant, c'est elle qui me demande d'arrêter. C'est elle qui me demande d'arrêter. Pourquoi? Parce que ma mère en souffre trop. Vous-même avez été blessé physiquement dans votre chair. Physiquement dans ma chair et plusieurs fois. Donc, mais c'est pas, je dirais, c'est pas ça qui ni me fait reculer, ni me fait avoir peur, ni non plus me dire je démissionne ou je renonce. Parce que le policier, il faut savoir que c'est un être humain. Il y en a qui encaissent bien, il y en a qui encaissent très très bien, et il y en a qui encaissent pas du tout. Il y en a qui essaient d'encaisser, qui n'arrivent pas. Mais il y en a qui n'en encaissent pas du tout. Ceux-là, c'est pratiquement irrécupérable. Le burn-out n'est pas reconnu dans la police ou dans la fonction publique d'ailleurs. Il n'est pas reconnu. C'est 50% dû à ton travail et 50% de problèmes personnels. Sauf qu'on prend tes 50% de personnel pour te dire que tu n'as pas droit au burn-out. Donc c'est comme ça fonctionne. Donc ce qui fait que le fonctionnaire de police ne sera jamais réparé de tous les dégâts que la société peut lui causer. Et on lui demande de continuer à apporter aide et assistance aux gens. Mais à un moment donné, soit il s'est une balle dans la tête parce qu'il n'arrive plus, parce que personne ne l'entend, personne ne le comprend, ou bien soit il dit bon j'arrête la police, je démissionne. Est-ce que vous avez beaucoup de départs? Il y en a quelques-uns qui ont des projets, oui. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Mais on a là, le départ qu'on a, ce sont nos emplois jeunes qu'on a dans la police, qui normalement ont vocation à entrer dans la police, sauf que le concours de police est devenu de plus en plus dur. Et les gamins font toutes sortes de concours annexes, pénitentiaires, douane et tout ce qui s'ensuit. Et nous sommes en train, Dieu merci aussi d'ailleurs, Dieu merci aussi, parce que la plupart des gardiens de prison antillais sortent des emplois jeunes de la police. Donc ils ont déjà côtoyé la chose. Ils ont déjà vu comment ça se passe un peu. Mais au moins, ils restent dans le métier de la sécurité. Ils vont chez nos copains à la pénitentiaire. Mais disons, c'est 40% de ces jeunes-là qui s'évadent comme ça. Ouais, qui ne viendront pas renforcer vos rangs. Non. Et puis, il y en a 10% qui volontairement disent que c'est pas notre vocation. Déjà, il y en a qui arrêtent très tôt. Il y en a qui arrêtent en chemin parce que c'est pas leur vocation. Et puis, il y en a, ils veulent faire ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils s'entrichent, ils s'encouragent. Et puis, nous, on est derrière, on les détecte, on les voit. Vous êtes entré, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure, entré dans la police à 19 ans. Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui, sans indiscrétion? J'en ai 59. Ah, bien. Ça fait 4 ans que je suis en retraite normalement. Vous ne les faites pas? Je ne sais pas si dit partage mon... Ça fait 4 ans que je suis en retraite normalement. Et vu ce que vous décrivez, et votre maman a certainement raison. Je veux dire, pourquoi vous vous entêtez? Qu'est-ce qui vous motive encore à continuer? Deux choses. Malgré tout ça, quoi. Deux choses. La première, c'est que j'ai ouvert ma grande bouche quand M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur pour faire crier le groupe d'appui de nuit. Okay. Je l'ai fait crier et il a dit bon, t'as une grande gueule. Quel est ton grade? Major. Ah, ben c'est pour toi l'unité. Sinon, il ne sera pas crié. J'ai pris mes responsabilités. Sauf que pour en sortir, je suis monoclaturé. Monoclaturé, oui, parce que dans la police, il y a des postes vissés et c'est vita aeternam jusqu'à ce que vous fassiez une grosse connerie ou bien que c'est l'État central qui vous enlève. Parce que le directeur de police, pour me déplacer au groupe d'appui de nuit, il va falloir que je fasse une grosse connerie parce que je suis monoclaturé sur ce poste. Ouais. Et moi, je ne peux pas aller sur un poste qui n'est pas ouvert à mon grade. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligé de postuler sur un... Vous êtes major de police? Je suis major Woolp de police. Ça veut dire quoi? Et chef d'unité locale. D'accord. Okay. Et ce qui fait qu'il faut que je sois chef d'unité locale à un endroit où il y a un poste qui est ouvert pour y aller. Sinon, je ne peux pas y aller. Vous n'avez pas peur qu'on vous envoie dans le Pas-de-Calais parce qu'ils peuvent faire ça. Ils peuvent vous choper et vous dire bon, comme tu as une grande gueule et que tu fous le bordel dans le pays, on va t'envoyer dans le Pas-de-Calais ou à Marseille. Ils m'ont proposé plusieurs fois de reporter dans le 9-3. Hein. Oui. Et puis me donne galon et tout ce qui s'ensuit. Parce que vous étiez dans le 9-3, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, j'étais à Paris, j'étais en plein Paris. Paris, dans le 16e arrondissement, tranquille. Non, j'étais dans le Marais. J'ai fait le 8, effectivement. Ouais. Et très peu, je sais pas. Donc, la drogue, la cocaïne, vous connaissez, quoi. Oui. Dans le Marais. Oui, dans le Marais, oui. Et puis, c'est vraiment la délinquance, là. J'ai une question. Vous connaissez la Martinique, en fait. Vous allez dans les quartiers où personne ne va, on va dire ça comme ça. Enfin, je parle de l'establishment, ne descends pas dans ces quartiers-là. Vous regardez la réalité en face et vous pouvez nous dire un certain nombre de choses. Alors, moi, j'ai une question. Il y a des gens qui disent la Martinique perd énormément de ses habitants. Et nous, quand on enquête un peu, on dit, ben oui, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui partent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent.
vous voyez la réalité de l'immigration martiniquaise, qu'elle soit clandestine ou légale, hein, on s'en fout. Plutôt, moi, je considère que c'est plutôt une bonne chose pour un pays d'accueillir des gens nouveaux. Légalement. Plutôt dans la légalité, oui. Est-ce que vous le voyez, ça, concrètement ? Oui, vous le voyez. Je vais vous donner un exemple concret. Oui. Vous allez au TRCV, vous avez 5 communautés qui se côtoient. Oui, alors j'allais vous poser la question. Vous connaissez bien. Il paraît que... Sur 1 km², moins que ça. Il paraît que c'est la guerre entre la communauté de la République dominicaine et la communauté de la République haïtienne. Vous dites quoi de ça ? Je dirais pas que c'est la guerre, mais c'est la non-entente. Voilà ce qu'on appelle de la... Vous avez vu le nom de l'émission ? La non-entente qui finit parfois par des choses gravissimes. Oui. Et vous êtes au milieu de ça, hein ? Ben, disons que on est des fois à l'arbitre. Ouais. Parce qu'on arrive des fois à temps pour empêcher que le feu ne puisse prendre. Vous parlez espagnol de temps en temps ? Je commence à... et puis des fois, après. Oui, après on arrive, on est les pompiers quoi, on est incendie, et le feu est déjà pris. Mais dans tous les cas de figure, nous sommes des acteurs, mais alors là, je dis en centrale de la chose, parce que nous vivons avec eux, nous vivons à côté d'eux, nous savons qui ils sont, nous savons ce qu'ils font, plus ou moins. On dirait que vous êtes mieux informés, enfin, c'est vous qui allez nous dire, que les gens qui devraient être informés, par exemple les politiques. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, je dirais les seules personnes à pouvoir aider ces politiques à comprendre et à mieux appréhender la réalité? Mais c'est pour ça qu'on a fait cette démarche auprès de la CTM et les élus, les députés, sénateurs et compagnie. C'est pour les expliquer ce qu'ils voient pas ou qu'ils non, mais je vous pas pose la question parce que quand on regarde l'aéropage qu'il y a autour des hommes politiques, je pense à des maires, des choses comme ça, je ne vois pas beaucoup de policiers qui puissent à la fois les conseiller, les aider. Est-ce qu'ils font appel à vous? Je veux dire, dans le civil, hein, en vous disant, venez dans nos équipes municipales, parce que comme vous êtes sur le terrain, vous allez pouvoir nous aider. Ou alors ils disent, m'emballez votre tête, ces messieurs. Je vais vous donner un exemple concret. Le premier adjoint au maire du Saint-Esprit a été le trésorier du syndicat Alliance Police Nationale. Donc ça existe. Oui, et il fait un travail extraordinaire au Saint-Esprit. Et ils sont deux d'ailleurs, hein, de la police dans le comité, dans le gouvernement de cette ville. Et il n'y a pas que ça. Benjamin Arnaud a été longtemps l'adjoint au maire de M. Le Sueur. Et ça a été une figure emblématique du syndicat Alliance au niveau national et ici. Et vous avez le maire de Font-Saint-Denis, c'est un policier. Vous avez des policiers s'impliquent plus ou moins dans les politiques en Martinique. Moi, je suis très sollicité, et puisque tout le monde me donne à gauche, vous avez parlé de l'extrême droite et compagnie, non, mais personne ne peut me donner le parti où je suis. Vous êtes dans un parti. Non, mais je suis pas dans un parti, je suis dans aucun parti. On garde ça pour la prochaine émission. Je vais faire de la politique. On a encore du temps. Je vais faire de la politique un jour, mais ce serait jamais. Si, je vais en faire parce que je suis énervé. Je suis énervé du comportement des politiques. Oui. On y vient. Peut-être que quand vous serez élu, vous serez peut-être moins énervé. Je vais vous dire quelque chose, je n'ai jamais changé. Vous savez, il y a un fonctionnaire de police qui a été muté, un collègue métropolitain qui a été muté ici en Martinique, et puis il arrive, et puis il me voit, et puis il m'appelle par mon surnom, et puis il me dit, ça va? J'ai dit oui, et puis le collègue dit, mais comment? Il vient d'arriver, tu connais? J'ai dit oui, j'ai travaillé avec lui. Il me dit, je travaille avec lui 10 ans. Ce que vous voyez là, c'est rien. Ce que vous voyez là de l'USBRT, c'est rien. Mais à Paris, les commissaires, tout le monde dit, comme ils parlent là pour vous, comme ils parlent avec eux là-bas. Il y en a qui ont été directeurs de la police, M. Guéant, M. Le Doiron, et c'est pareil, ils parlaient comme ça, M. Desmarais, tous ces gens de personnages-là, et il les a accrochés, mais sérieusement et sévèrement. Donc, non. En fait, nous, on a droit à la partie la plus cool, quoi. Ah non, vous avez devant vous le véritable. Je n'ai jamais changé. Je ne changerai pas parce que ça ne m'a pas changé de sortir de métropole pour venir ici. La manière que je faisais en métropole, je ne l'ai pas perdu. Je l'ai même, je dirais, accentué. Développé. Oui, parce que mon pays, ça me fait mal au cœur de voir l'état de mon pays. Justement. Mon pays est couché. Mon pays est couché. On dit il y a des femmes job, pour parler de la femme, des femmes job qui debout. Mais maintenant, vu qu'il y a été homme politique et femme politique, job. Mais nous tous couchés. Alors, ce qui veut dire que on met en place des gens et après ils oublient qu'ils ont eu un programme. Alors, question que je pose à toute la population et à vous-même et à moi-même, tous les hommes politiques viennent devant vous.
demandez-leur 2 choses. La première, ce qu'ils comptent faire pour tous les jeunes qui sont dans tous les quartiers, assis là, à bavarder, machin. Qu'est-ce qu'ils pensent faire? Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent faire? Est-ce qu'ils ont été les voir pour demander ce qu'ils veulent, comment ils veulent, pourquoi ils sont là, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour eux? Et puis deuxièmement, quand est-ce vraiment que eux, ils ont pris en compte que ça ne concerne pas les autres? Que dans leur propre ville, chez eux, il y a des jeunes qui s'attroupent, et est-ce que c'est normal qu'ils laissent, puisque la loi interdit plus de 3 personnes sur la voie publique, plus de 3. Et là, vous voyez des gouffres de machin, et personne ne dit rien. Au beau milieu des villes, devant les policiers municipaux, devant les gendarmeries, personne ne dit rien. Mais on voit que la police nationale à Fort-de-France ne fait pas son boulot, ou alors il y a trop de morts. Oui, c'est vrai, mais les gens sont tués. C'est pas que les gens de Fort-de-France qui sont tués à Fort-de-France. Les tueurs, ce ne sont pas que des gens de Fort-de-France qui sont des tueurs. Les étrangers qu'on récupère, c'est pas qu'à Fort-de-France qu'on récupère, et je dirais même pratiquement pas à Fort-de-France, les étrangers. C'est dans les villes qu'on les récupère. Vous voyez, donc la délinquance, c'est partout. Mais demandez-leur à ces gens-là leur programme sur la lutte contre la violence et sur la lutte contre la délinquance. Quand ils vous auront donné ça, faites votre choix. Parce que dans un avenir très proche, ça va compter plus que le social. Ça va compter plus que le RSA, STA qu'on donne. D'ailleurs, ça va compter plus. Et puis demandez-leur si les élus de la CTM leur racontent que l'État français leur doit 780 millions. L'État français doit à la CTM 780 millions. La CTM n'a rien dit. J'ai fait mes études, j'ai cherché, j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que justement, le RMI, STA, là, ils n'ont jamais reversé cette partie. Ils en parlent quand même. Ils n'ont jamais reversé cette partie-là. Donc je veux bien, je critique les politiques, mais je vois aussi que l'État français les ampute de l'argent qu'ils pourraient investir pour nos jeunes. Donc si nous, population, on se met debout, puisque j'ai dit on est couché. Vous savez déjà que vous êtes en train de développer votre programme de votre prochaine... Même pas. Merci de nous aider à faire les transitions. Même pas. Alors, même pas. Justement, dans le droit fil de ce que vous dites, et Eddy l'a évoqué tout à l'heure, vous êtes en contact, au sens large du terme, avec la rue, quoi. Oui. Et pas seulement au contact au sens du conflit, de l'affrontement, mais aussi au contact quotidien. Au-delà de l'arrivée et du poids, sans jeu de mots, qu'a pris la drogue et le trafic de drogue en Martinique, qui visiblement a fait basculer les choses. Au-delà de ça, quel est votre regard presque... Parce que forcément, au bout d'un moment, avec l'expérience et le métier, vous avez un regard presque un peu sociologique, quoi, sur l'évolution de la Martinique et de la société martiniquaise. Selon vous, au-delà de ce poids écrasant du trafic de drogue, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des familles, au niveau du chômage? Quelle est un petit peu votre lecture de cette impression de bascule, quoi, qui s'est opérée? Je pense à un moment donné, et ça je l'ai toujours dit, que l'État français, l'État central, a oublié de freiner ou fermer le robinet de liberté. Trop de liberté tue la liberté. On a donné tellement de liberté aux enfants qu'en grandissant, ils pensent qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de devoir et on fait ce qu'on veut. Donc, je prends l'exemple d'un enfant qui a 7-8 ans qui est en primaire. Cet enfant commence à injurier ou appeler le professeur ou sa maîtresse et la sœur ou son cas dit moyen, c'est qui ça? Et puis le mot maman derrière. Et on trouve normal que le professeur puisse s'asseoir sur ça et ne pas réprimander l'enfant. Puisqu'on nous a enlevé les fessées, on nous a enlevé les brimades, on nous a fait toutes sortes de trucs. Je suis d'accord qu'on ne doit pas aller sur la violence faite à l'enfant, qu'on ne doit pas aller sur les sévices corporels et compagnie. Mais on a tellement fait pour les enfants qu'à partir de 12 ans, ils sont dans la rue. Parce que qu'est-ce qu'ils voient? Leurs aînés, ils ont le gun et puis ils font les clips là et tout. Ça passe. Personne ne censure ces clips. Personne ne censure ces clips-là sur YouTube et compagnie. Les enfants reçoivent ça à la maison sur leur portable. Ils ont ça. C'est une violence faite aux enfants. Les enfants voient la facilité, l'autre qui fait des notes et machin avec des billets de 500 dans la tête et compagnie, les chaînes et compagnie. Les enfants voient ça. C'est une image. Donc, ils sont en train de recruter les enfants de plus en plus jeunes. Et ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que les professeurs n'ont plus... Enfin, ils débitent en fin de compte.
Je fais mon cours et puis tant pis, puisque les parents vont me taper si je gronde l'enfant, et l'enfant même va m'insulter, ce machin. Et si moi j'essaie de faire quelque chose pour dire que ça va pas, c'est moi qui me fais taper par la hiérarchie. On a enlevé de l'autorité à certains corps de métier, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Ils ne devaient jamais le faire. Et aux parents, pareil. Et puis de notre côté, nous avons des parents qui sont des bébés, des enfants qui ont fait des enfants. Qui font des enfants. Et quand tu arrives, tu as 25 ans et ton fils a 10 ans, tu as quoi comme vécu, toi, pour donner à ton enfant, là? Tu as quoi comme vécu? Donc, moi, je pense que là aussi, on a fait du gâchis de notre jeunesse. Et j'ai mal au cœur pour l'avenir, parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants-là seront les futurs policiers, les futurs journalistes, les futurs pilotes d'avion, les futurs politiques, les futurs présidents de la République. Et, vous avez vu ce que je ne veux pas dire que tout est noir, que tout est mauvais, mais si on part sous cette base-là, on est mal barré. Vous avez parlé avant de céder la parole à Eddy, vous avez parlé de clips vidéo à l'instant, peut-être que vous me voyez déjà venir. Qu'est-ce qui s'est passé à votre niveau par rapport au tournage du récent clip de Kalash à Fort-de-France? Je crois que c'était à Sainte-Thérèse il n'y a pas très longtemps, un dimanche. Qu'est-ce qui vous a déplu? Vous voyez que j'emploie un mot politiquement correct pour le coup. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce tournage-là? Tout simplement, il faut savoir, la jeunesse de la chose, c'est que moi, je n'ai jamais parlé de la presse de ça. Je n'ai jamais parlé à la presse, je n'ai jamais échangé avec qui que ce soit sur le clip, je n'ai jamais eu une autorité pour dire pourquoi M. Kalash, machin, etc. Hormis M. Moreau, et chef de la sécurité où j'ai écouté après coup. Il s'avère tout simplement que c'est une conversation privée qui était sur un groupe privé. Je dis bien tous les responsables des quartiers, les fameux quartiers, les conseils de quartier, et où j'ai conversé, j'ai donné mon avis parce qu'on voyait tellement d'images et j'ai dit pourquoi le maire, parce que c'est avec le maire que c'est plus le maire que j'étais un peu fâché, en colère, pas M. Kalash, il a le droit, on lui a donné l'autorisation de le faire, il le fait. Et moi, je ne vais pas me fâcher contre quelqu'un qui a une autorisation. De faire quoi précisément, Louis? De faire un clip. De rouler sans casque? Non, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'autorisation. Je sais qu'on lui a dit qu'il a l'autorisation de tourner le clip. Bon. Okay. Sauf que moi, quand j'ai vu des images avec des motos sans casque, sans plaque, tout ce qui s'ensuit. Et sachant très bien que je suis policier, que 99% des motos ne sont soit sans permis, soit sans assurance, et pratiquement tout le monde n'a pas le casque. Et là, c'était le cas. Il y avait que deux casques que j'ai vus, c'est un enfant et son père qui était sur la même moto qui ont mis le casque. Et donc, j'ai pesté contre ça. J'ai dit non, je vais le voir, il va prendre 2 coups de bâton parce que c'est pas normal. Vous parlez du maire de Fort-de-France, là. Je parle de M. Moreau. Ok, voilà. Et je dis, c'était trop facile. C'était une image, en fait. Le coup de bâton, c'était une image. C'était une image. Vous dites que je vais lui remonter le bretelle sur ça parce qu'il nous a dit tellement de belles phrases devant le commissariat du Lamentin et que pourquoi il a donné une autorisation sans vérifier. Parce que je ne dis pas qu'il ne donne pas, il a le droit, il est l'édilité, il est le numéro 1 de sa ville, il donne à qui il veut l'autorisation de faire qui il veut, ce qu'il veut, je m'en fous. Et c'est pas mon problème, c'est pas mon rôle. Sauf que mon rôle, c'est de voir que toutes les motos déferlaient dans Fort-de-France sans casque. Et en arrivant, faisant la roue arrière sur l'autoroute, puisque j'ai même un gendarme qui suivait une vingtaine et qui ne pouvait pas les dépasser, il m'a dit, j'ai pas osé mettre le gyrophare de ton, je ne sais pas comment ils auraient pris ça. Donc il a suivi jusqu'à ce qu'il sépare, il prend sa route à droite et puis les autres continuent à descendre vers Fort-de-France. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas une image que la ville devait cautionner. Dans l'autorisation, monsieur le maire devait s'assurer que le clip se tourne sans casque, mais sur place. C'est-à-dire que vous tournez le film, c'est un film. On s'en fout. Qu'il y ait casqué, pas casqué, on s'en fout, c'est sur place. Les motos de compétition qui n'ont pas à être là, qui étaient sur la voie publique, qui n'ont pas à circuler là, les motos sans plaque, qui n'ont pas à être là parce qu'ils n'ont pas de plaque, eh bien, ces motos-là, si ça arrive en conteneur ou sur un plateau, et puis pour le tournage, ils tournent, je dis OK. C'est pour un film. Ouais. Je dis OK, c'est pour ça que j'ai dit Côte Kalash, je m'en fous de leur clip. Mais quand j'ai vu qu'on m'a donné des belles paroles de notre côté et puis on me fait violence de notre côté pour me mettre des gens sans casque et qu'on sait très bien que tout le monde, que tout policier qui se respecte sait très bien que la plupart des motos sont sans assurance et si c'est pas volé et compagnie, on est étonné de voir cette image qui a été donnée, qui a été mise là. C'est un mauvais message. C'est un mauvais message alors qu'on est en train de lutter, pour essayer de ramener les jeunes dans le droit chemin. Et je dis, si on donne cette image-là, et puis en plus avec autorisation, il y a un petit problème. Mais si le truc était fait à l'inverse,
la société qui tourne le clip avec le chanteur en question, qui tourne le clip, on lui avait demandé dans l'autorisation, messieurs, vous m'assurez que vous aurez 200 motos. Ok, d'accord. Mais les 200 motos, je veux savoir s'ils ont et la carte grise qui sont assurées et si les pilotes ont le permis et le casque. Mais vous n'auriez pas eu de moto là. Le clip serait fait avec des personnes qui sont arrivées et casquées et compagnie et ou pas. Il n'y a pas de clip s'il n'y a pas. Ok, d'accord. Mais sauf que on peut le faire. Il pouvait le faire, le clip, avec des motos sans casque, sans plaque, tout ce qu'il veut. Je l'ai dit tout à l'heure là. C'est un clip. On a condamné une partie de route, mais toutes les motos arrivent sur un plateau. Dans un conteneur. Ouais. Et après, on le descend, on fait le film. Et quand on repart, on part avec. Parce qu'on ne peut pas donner l'image quand le clip est terminé. Les motos vont à droite, à gauche, tout le monde roule. Sont et puis ils parlent sans casque, sans rien. Du clip, quoi. Et oui, et puis on parle sans casque, sans rien. Et puis moi, je suis derrière, je lutte contre ça. Et on lutte contre cette violence, on lutte contre cette délinquance. Et puis vous venez me dire qu'on a l'autorisation de faire. Est-ce que vous pensez que le maire de Fort-de-France avait le choix? Ah si, il avait le choix de mettre dans la charte de compétences des personnes qui tiennent le clip, c'est ce que je viens de dire. Vous venez avec les gens, avec les motos, avec les casques, ils arrivent avec les casques, ou alors vous faites venir... Non, mais il avait le choix, effectivement, de mettre des critères, oui. Mais est-ce qu'il avait le choix entre dire oui ou non? Oui, il avait le choix, c'est lui qui est le patron. Il dit oui ou non. Vous pensez qu'on est arrivé à un stade où on est un peu l'otage, non? De ces gens-là? Il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent aujourd'hui... on a tellement déjà dit oui on ne pourra plus jamais dire non. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Vous savez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Un maire, c'est lui le patron de sa ville. Il dit, moi je veux pas. Et vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Oui. Vous connaissez les acteurs de... Ils vont le faire illégalement. À ce moment-là, comme vous n'avez pas d'arrêté, qu'est-ce qui va se passer? La police nationale va prendre, ou la gendarmerie nationale va vous dire, monsieur, vous n'avez pas d'arrêté, vous stoppez. Vous n'avez pas le droit. Je vais vous donner un exemple. Vous avez quelqu'un qui vient avec un pied de caméra, avec un appareil photo pour prendre la bibliothèque en photo. Vous savez que c'est interdit. Il faut avoir une autorisation de la ville pour pouvoir faire la photo de la cathédrale. D'accord? Ou alors être un professionnel avec votre carte professionnelle. Vous n'avez pas ça, vous êtes passible d'une amende. On est bien d'accord. Donc, si on arrive à faire ça pour les bonnes personnes... Vous pensez qu'on peut rétablir l'ordre? Alors, dites-moi, on est 390 000 habitants. Ouais, à peu près. Hein, à peu près. D'accord, on enlève les bébés, etc. Vous pensez que... Qui c'est qui est le plus nombreux? Les bonnes ou les mauvaises personnes? Mais pourquoi de manière systématique, dans l'opinion publique, on a l'impression que la guerre est perdue? Parce qu'on ne sait pas dire non dans ce pays. Parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on a peur des menaces. On a peur de quoi? On a peur des menaces, on a peur que les gens disent « moi pas qu'à réélu », on a peur que mais que dira-t-on « pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as donné à celui-là et pourquoi pas à moi ?» Donc on donne à tout le monde. Mais vous-même, vous êtes l'objet de menaces de mort. Je les ai entendus. Comme beaucoup de gens, vous-même, expliquez-nous déjà pourquoi, pour quelles raisons, et puis comment vous réagissez par rapport à ça, et puis que fait l'autorité? Parce qu'un policier qui est menacé de mort de manière publique, puisque les réseaux sociaux, on peut considérer, a priori, ça devrait secouer l'establishment, non? Non, mais ça fait... je vais dire quelque chose, je vis avec la mort. Je l'ai dit en début d'émission, je vis avec la mort. Je sais que je suis quelqu'un qui est déjà mort, comme tout un chacun. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais tout le monde est déjà mort. Donc je mourrai comme le Seigneur a décidé. Si c'est aujourd'hui, c'est demain, et dans la façon que ça doit se faire. Donc je ne vis pas avec crainte et haute de la mort. Donc j'ai pas peur de mourir. Donc voilà, on est fixé sur ça. Mais ceci étant dit, ça me donne raison. C'est ça qui est malheureux dans cette affaire. C'est que en menaçant un policier, vous donnez raison à ce qu'il dit. Parce que si vous venez à menacer un policier, c'est qu'il dit des vérités. Vous comprenez? Ça dérange certaines personnes. Ça dérange des personnes qui me font savoir. Et premièrement, si on menace un policier, vous pensez que le citoyen va le menacer? Ça ne sert même plus à rien de menacer le citoyen. Donc le citoyen va se faire tuer sans menace. Et c'est le b.a-ba de la chose. Mais pour les menaces, concernant les menaces, vous savez, les gens font des menaces sans savoir. Hein? Sans savoir pourquoi. L'autre, il envoie sa menace, il envoie ces trucs-là, mais il n'a pas cherché à savoir. Parce que, comme je dis, c'est une conversation privée qui ne devait jamais être là. C'est la personne qui l'a fait sortir en tirant les conséquences, parce que j'ai déposé plainte. Mais vous, quand vous recevez une menace de mort qui est rendue publique ou qui est quasiment publique,
que font vos supérieurs hiérarchiques, que fait la justice, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donnez-nous la traduction, j'allais dire réglementaire, officielle de choses qui sont quand même plutôt rares. Vous savez, la justice a réagi puisque j'ai réagi. J'ai déposé plainte, pour plusieurs plaintes d'ailleurs. Et donc le POC a ouvert une information sur ça. Et c'est normal, c'est logique, puisque il faut savoir que vous avez menacé un policier. Ouais. Et par le biais de l'exercice de ces fonctions, vous savez très bien que c'est un policier que vous menacez. Vous n'avez pas menacé un citoyen que vous connaissez que c'est comme ça. C'est pas les mêmes conséquences. Donc là, c'est clair, on n'a pas dit non, quoi. On réagit. Voilà, vous réagissez. Voilà, j'ai réagi. Donc le POC a réagi derrière tout à fait, tout de suite. Et toutes les preuves, toutes les menaces ont été mises dans la plainte avec photos, avec tout. Donc ils sont en train de remonter. Il y en a quelques-uns déjà qui sont déjà remontés. Je leur donne l'info, comme ça ils sauront qu'on va venir les chercher. S'ils regardent cette émission, ils sont informés. Ils sauront qu'ils vont venir les chercher. Et pour ceux qui sont les plus nobles dans l'affaire, on va les convoquer. Ouais. Et puis il faut savoir aussi que la hiérarchie, donc le directeur de police m'a reçu, on a causé, il me connaît, il connaît très bien ma position, et j'ai reçu pas mal de soutien de mes collègues, parce qu'ils savent très bien que je me décarcasse pour eux, et pour la population de la Martinique, il y a pas mal de personnes qui m'ont appelé. Chose que j'étais étonné, c'est que j'ai déjà été menacé de mort moult fois. On imagine bien. Moult fois. Oui, au quotidien, mais sur les réseaux sociaux quand même, pas vraiment, non? Oui, celle-là, je crois qu'il y a un journaliste qui m'a appelé, il m'a dit j'ai regardé sur le compteur, il était à 1,2 million de vues. Alors, en fait, vous êtes une vraie star. Oui, mais bon, j'aurais épargné ça à ma mère. Oui, j'aurais épargné ça à ma mère. Je pense que... Mais ma vieille mère, là, je pense qu'elle en souffre un peu. Louis Berthet, est-ce que vous pensez que la population martiniquaise aime ses policiers, apprécie ses policiers? Je vous pose la question volontairement parce qu'il y a une réalité dont on n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission. C'est l'absence, pour le moment, espérons-le, de la population à ces mobilisations. Vous avez annoncé une mobilisation pour le 2, là, c'est mercredi prochain. Mais je me souviens, j'étais présent à la manifestation il y a quelques semaines, 2-3 semaines, devant le commissariat du Lamentin. J'ai presque envie de dire que 90% des personnes qui étaient présentes, c'était les fonctionnaires de police, les politiques, les journalistes, et de manière très, très, très minoritaire, la population. Comment vous expliquez cette absence, encore une fois, pour le moment, de la population? Est-ce que c'est lié au fait, et Eddy l'a évoqué tout à l'heure, qu'un certain nombre de Martiniquais, de Martiniquaises et plus largement de gens qui vivent ici se disent que de toute façon, c'est des règlements de compte, c'est de la violence entre voyous, ça ne nous touche pas pour l'instant, donc bon voilà, on ne s'implique pas. Est-ce que c'est la seule manière d'interpréter cette quasi-absence pour le moment, quoi? Non, vous voyez bien que même quand les autres syndicats du privé ou même du public font une manifestation, il n'y a pas grand monde. Le citoyen martiniquais est blasé, ne se sent pas concerné par le problème des autres. Même par ça? Oui, même par ça. Et parce qu'ils ne sont pas encore impactés. Voilà, et c'est ça. M. Marajou disait tout à l'heure là qu'il y a 16 tués en Martinique. On a un peu plus, parce qu'on a augmenté le nombre de morts malheureusement. Et que dedans, il y a le dommage collatéral. Donc le dommage collatéral, ça fait mal. Personne n'est à l'abri de ça. Et on rigole, mais vous allez en boîte de nuit, vous laissez votre verre de champagne là, on jette un petit truc dedans, vous êtes violé, et vous avez honte de dire que vous avez été violé parce que vous ne savez même pas qui c'est qui vous a violé. Donc vous allez voir le dernier visage que vous avez vu, vous avez dit c'est lui. Donc de peur de dire que c'est lui, que c'est pas lui, donc on ne va pas déposer plainte. Et donc nos enfants ne savent pas, on envoie son enfant et voir un film de cinéma ou alors on l'envoie en boîte de nuit classique et puis cet enfant se retrouve dans une rave party, voir si c'est pas dans la mangrove quand il y a les rave party. Les enfants de bourgeois ou de personnes bien. Et puis, on t'appelle pour te dire que ton enfant a été tué ou blessé. Parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience que la délinquance va venir à eux. La délinquance n'attend plus, les violents n'attendent plus. Et ils tirent, ils s'en foutent. Quelqu'un qui veut tuer quelqu'un, il est caché derrière le mur. Ben, le mur, c'est peut-être un citoyen qui n'a rien à voir, mais il tire dedans. Le citoyen va tomber, et puis quand il sera tombé, on va atteindre celui qui est derrière. C'est celui qui est derrière qu'on veut, mais on va débarrasser, on va débroussailler d'abord. Et les gens n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas à l'abri. Et il n'y a pas une ville
Pas un quartier en Martinique qui n'est pas impacté. Donc pour le moment, en attendant la mobilisation future, enfin espérée, vous reposez, façon de parler, hein, vous ne comptez, entre guillemets, que sur la mobilisation, dans un premier temps, des politiques. Et la mobilisation la plus... Vous y croyez vraiment à ça? Non, alors... Parce que... Non, il y a eu l'acte 2, c'est ça, récemment, à la CTM, effectivement. Non, ça c'était l'acte 3. C'était l'acte 3. Monsieur Egasque, Oui. vous ne m'avez pas entendu. Hein. Je vous ai dit que le maire de Fort-de-France m'a fait une allocution élogieuse sur la lutte contre la violence et compagnie. Et puis regardez, il prend derrière l'arrêté qui m'avait choqué. Donc pas convaincu, quoi. Vous pensez que je fais confiance aux politiques? D'accord, ok. Ah d'accord. C'est dit. C'est bien pour ça qu'il a déjà un programme pour changer les choses. Un programme. Je leur donne une dernière chance de me prouver que j'ai tort. Je leur donne une dernière chance de me prouver qu'ils ont tort. C'est de nous aider à mettre... Je vous ai dit que j'ai fini avec la police, je suis sur la fin là. Je suis sur la fin de la police. Mais le problème qui se pose là, j'aurais bien aimé qu'on m'écoute pour qu'ils puissent avoir une sécurité pour la Martinique, qu'ils puissent avoir des policiers conséquents et des gendarmes conséquents pour pouvoir protéger le peuple martiniquais. Et ça n'incombe pas à l'USIBRT, ça n'incombe pas au syndicat Alliance uniquement, ou le syndicat SGP qui nous donne beaucoup de mains sur ça, ou alors au Ruban Rouge qui se décarcasse sur le terrain en notre absence dans les couloirs et compagnie. D'ailleurs, ils vont faire une opération sur Ducos cette semaine. Donc, vous voyez, c'est pas anodin ce que je dis. Si j'arrive à persuader nos politiques enfin de prendre le bâton de pèlerin et puis de dire tous on est ensemble quel que soit le bord, et puis il faut faire de la Martinique un sanctuaire, mais un sanctuaire dans le bon sens, anti-délinquance, que les jeunes, on puisse essayer de comprendre les jeunes et dire pourquoi ils sont là, et puis les protéger eux-mêmes, parce que c'est parce qu'ils n'ont pas de protection qu'ils sont arrivés là. Il faut savoir, dedans, il y a plein qui sont en souffrance, qui sont obligés d'être là. Parce que quand tu prends un jeune qui a 12-15 ans, puis il dit, va emmener ce sachet au bout de la rue pour moi, et puis je vais te donner 5 euros. Et l'autre qui dit, non, il prend 2-3 coups de poing, et puis il va le porter, et puis il a toujours pas les 5 euros. Alors que s'il avait porté, il aurait déjà eu les 5 euros. Mais ils comprennent vite fait. Ils vont le faire, ils ont les 5 euros, ils n'ont pas de coup. Ça va très, très, très vite. Et donc, quand on n'a pas compris que son propre enfant n'est pas à l'abri, ou alors qu'on fait l'hypocrisie, ah, mon fils qui est mort, mon Dieu, c'était le meilleur des enfants. Non. Non, c'est quand il est vivant qu'il faut dire qu'il est meilleur. C'est quand il est vivant qu'il faut dire qu'il est meilleur. Donc le protéger puisque c'était meilleur. Mais on ne fait pas le nécessaire. On jouit justement des fruits de la passion. On jouit de la télé qu'on ramène 200 pouces, 300 pouces à la maison. On jouit de la moto volée qui est ramenée. On jouit de la chaîne en or que votre enfant n'a pas d'argent pour acheter. On vit au jour le jour. Oui, mais vous vivez de ça. Vous jouissez des fruits de ça. Et vous acceptez ça chez vous. Donc, quand vous acceptez ça chez vous, vous ne pouvez pas venir défiler avec la police. Hein. Vous ne pouvez pas venir défiler avec la police. Vous avez des victimes, des parents de victimes, des enfants qui ont été tués, qui viennent défiler avec la police, puisqu'ils ont perdu leur enfant. Il faut venir témoigner pour dire, bon voilà, j'ai perdu mon enfant, et je ne souhaiterais pas ça, parce que toute personne qui se respecte, qui a un enfant, qui soit délinquant ou pas, c'est son enfant. C'est pas un lézard qu'on a tué, c'est pas un lézard qui est mort, c'est son propre enfant qui est mort. Et donc, la souffrance est toujours là. On peut dire que mon fils est un voyou, c'est un vagabond, mais c'est mon enfant. Moi, je vais dire maintenant que c'était le meilleur des enfants du monde. C'est vrai que j'ai cautionné toutes ces conneries, c'est vrai, mais j'ai la douleur là. Eh bien, viens dire la douleur que tu ne souhaites pas que notre parent puisse avoir. Parce que la douleur est de deux côtés. La douleur est du côté de celui qui a tué, et des parents de celui qui a tué, mais la douleur est du côté des parents de celui qui est mort. Donc voilà, il est nécessairement, que tous les citoyens martiniquais puissent se mettre debout, et pas que les politiques, tout le monde puisse se mettre debout et dire stop, parce qu'on va à la catastrophe. Il y a un moment donné où pour personne, je ne sais pas si c'est des robots qui vont emmener tout à la maison pour nous, je ne sais pas quoi, mais à un moment donné on ne pourra plus bouger. On sera obligé de faire venir tout à la maison pour ne pas bouger, et même à la maison, ce sera un bunker. Louis-Hubert, on aborde la fin de l'émission, mais avant... Parce qu'on a fait un teasing pendant toute l'émission. Il y a une élection. La liste, c'est pour quand pour l'élection de la CTM en 2021 ? Vous y pensez déjà ? Non. Vous attendez d'être officiellement à la retraite de la police ? Vous commencez à comprendre des choses. Vous commencez à comprendre des choses. Je fais la passe à Eddie alors. On pourrait parier qu'après cette émission, à mon avis, il y a des mecs qui vont. Ah non, mais non, mais là, je vous annonce que je serai candidat, je serai sur une liste pour les municipales. Oui. Je vous le dis. Dans quelle ville ? Ah, ça vous verrez. Vous verrez. On va voir où vous habitez, où vous payez des impôts. Oui. On va faire une autre enquête. En position intéressante.
Je ne sais pas. Vous savez pas? Faut pas je suis à disposition. en général. Je suis à disposition du candidat. Nous chercherons, nous trouverons. Oui. Mais il va falloir parce que je tiens à cœur le travail qui est en train d'être fait et le ruban rouge mène un travail. Je pense que toutes les villes devaient faire ça et justement, je vais m'atteler à aider ces gens-là. Okay. Donc faites attention qu'il n'y ait pas d'amalgame entre vos propos publics des propos de candidats. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'amalgame. Oui, bon. Mais parce que vous n'êtes pas encore candidat. Non, parce que moi, je fais la part des choses. J'ai essayé pendant toute ma carrière de ne pas en faire de la politique, parce que j'ai toujours dit que je ne serais pas un homme politique. Mais vu comment ça se passe, je suis obligé de m'impliquer, parce que si je ne m'implique pas, je laisse tout le monde penser. Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont là sur l'échiquier depuis 50 ans, depuis 60 ans. Ouais. La science infuse n'est pas toujours à la même personne, toujours, tout le temps. Et la science infuse, c'est pour tout le monde, et ça peut tourner. On a compris le message. Je sens que cette petite annonce fait déjà extrêmement plaisir à beaucoup de politiques de ce pays. Alors, avant d'aborder la pause, on en a bien besoin, d'une petite pause, une petite respiration culturelle et littéraire. Un mot très rapidement sur la une du dernier numéro d'Antilla que Louis Liberté a entre les mains. Et on est en plein dans le sujet, puisqu'elle est notamment consacrée, ce numéro, est notamment consacré à une interview de deux personnes que vous connaissez bien. Oui. Le secrétaire départemental Thierry Bossuin du syndicat Alliance Police Nationale et le délégué en charge de l'Outre-mer, Cédric Boyer, qui était récemment de passage en Martinique et dans les Antilles en général et qui a palpé la situation et les difficultés du terrain sur le terrain. Voilà. Eddy, c'est à vous. Bon, alors, on va continuer dans la provocation. J'ai un bouquin fantastique qui s'appelle « L'histoire des Blancs ». Formidable, hein? Et c'est fait surtout par une historienne afro-américaine qui dit, c'est bon, on a suffisamment parlé des Noirs, on va regarder ce qu'il y a derrière dans l'histoire des Blancs, et quand vous allez découvrir ça, vous allez voir que c'est un montage fabuleux sur la notion même de blanc, et évidemment, en contrepoint, la notion de noir. Donc lisez ça, ça s'appelle « Histoire des Blancs » de Nell Irving Painter. À découvrir. Vous pouvez récupérer le bouquin, notamment à la librairie antillaise. Voilà. Et puis, comme je suis obligé de faire dans la littérature noire, policière, hein, ça va vous plaire. On n'a pas fait exprès. Ah oui. Il y a le pape de la littérature noire anglaise, Tim Willox. Ça parle d'Afrique du Sud, donc on reste dans la couleur, et ça s'appelle La mort selon Turner, et c'est la description de la nouvelle Afrique du Sud. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est d'une violence extraordinaire, parce que l'Afrique du Sud post-apartheid est ultra violente, mais c'est surtout le fait que les Blancs ont encore le pouvoir économique, et ça se voit et ça se sent. Voilà, et ça s'appelle donc La mort selon Turner de Tim Willox. Louis Liberté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'on vous avait, à ma connaissance en tout cas, rarement entendu vous exprimer à la fois aussi longuement et aussi profondément sur bien des sujets qui concernent votre profession. Vous avez quelque chose à ajouter en dernier lieu? Oui, c'était pour vous dire que, M. Barajou, pour vous rassurer, je ne serai pas un élu de Fort-de-France ou du Lamentin. Ah, mais c'est pas moi que ça rassure. Vous savez que c'est pas moi que ça rassure. Hein. C'est pas moi que ça rassure. Voilà, mais il y a probablement deux individus qui, à l'issue de cette émission, sont soulagés un peu. Voilà, et par contre, il y en a 32 qui s'inquiètent. Mesdames et messieurs, merci une nouvelle fois de votre attention. Et on vous dit déjà avec un grand plaisir à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée à vous.